Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en podcast avec Myrène, une personne incroyable qui a dû vivre avec des maladies chroniques, les migraines, et elle nous parle un peu de comment elle a vécu, comment elle a fait pour vivre au lieu de survivre, et puis surtout comment ça s'est passé. L'échange était fou, franchement, on a beaucoup parlé. On a parlé de tout, on a parlé de voyage, de sport, de Joule. Donc, franchement, il y a beaucoup de moments assez rigolos. Il l'a dit quand même. C'est fou ça. C'est fou. Bon, Myrène, comment ça va? Bien, je suis très contente. Je suis très content aussi. Aujourd'hui, on va parler un peu de toi, un peu de ce que tu as vécu. Et on va papoter. Myrène, du coup, est-ce que tu connais le nom un peu scientifique de ta maladie? Est-ce qu'il y a un nom un peu latin ou quoi que tu connaîtrais ou quoi? Alors, je crois qu'il y a le mot hémicrania qui Ok. veut dire douleur à la moitié du crâne. Et effectivement, la migraine, contrairement au mal de tête, elle fait mal, elle commence à la moitié Ok. du crâne. D'accord. Ok. C'est Et, tout ce que je connais en latin. bon, moi, j'ai fait quelques cours au collège, mais j'ai eu beaucoup de chance, c'était pendant le Covid. Et en fait, ma prof, elle était en danger du coup, et elle venait pas. Et notre devoir, c'était de recopier la leçon et de lui prendre une photo qu'on l'a bien recopiée. Genre, tout le monde a eu 20 sur toute l'année. Et tu m'as aidé pour le Vive le brevet. Covid. Voilà. Ok. Niveau Covid, latin. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Je connais même pas l'alphabet. Oh punaise. Putain, Moi, je je dis suis rien. foutu. Je suis foutu. Mais du coup, pour vous mettre un peu le contexte, Myrène, je l'ai rencontrée à un événement de podcast où on était tous les deux dedans. Et du coup, quand elle a parlé un peu de son histoire, je trouvais ça hyper intéressant. Donc je lui ai proposé. Au début, je crois que t'as trouvé ça un peu bizarre, non? Ouais, j'étais hyper surprise. Je sais pas, c'était sympa. On était On était 6, 7, 8, je sais plus. Et non, ouais, je m'attendais pas du tout. Est-ce que tu me proposes un podcast derrière? Mais je me suis dit, ok, chaud, allons-y. Mais oui. Mais moi, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Parce que on n'entend pas cette histoire tous les jours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, t'as appris un peu à vivre avec ta maladie? Oui. Oui, aujourd'hui, j'ai même vraiment appris à vivre avec ma maladie, mais je vais bientôt avoir 50 ans. Et ça fait peut-être 3-4 ans seulement que j'ai appris à vivre avec ma maladie, donc ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, j'étais dans le déni avant, je m'en occupais pas. J'étais malade, mais j'avais pas envie de me considérer comme telle. Ok. Voilà. Et c'est à partir de quel âge que tu t'es découvert ça? En fait, mes premières migraines remontent à mes 8-9 ans, donc j'étais vraiment petite. Mais un médecin a posé un diagnostic précis de migraine quand j'avais 20 ans. Ok. Donc ça fait 30 ans. Mais une fois que j'ai eu le diagnostic, c'était il y a 30 ans, et donc on savait pas trop quoi faire pour les migraines. Donc, à part savoir le nom de ma maladie, je savais pas quoi en faire. Donc j'ai continué à essayer de vivre comme si j'avais pas de maladie. D'accord. Et du coup, une vie très adaptée à toi, enfin, t'as pas le même style que tout le monde parce que du coup, des fois, toi, tu vas te retrouver à devoir rentrer chez toi, à devoir adapter un peu ton quotidien. Est-ce que ça a pu te poser problème auparavant ou même aujourd'hui? Disons que quand j'étais jeune, que j'étais étudiante ou que je faisais mes premiers petits boulots, je faisais comme si j'avais pas mal. Donc c'est un peu particulier. Je faisais semblant de vivre, j'allais à des soirées avec des potes, j'allais suivre mes cours à la fac, je faisais mes tafs à côté. Mais je montrais à personne que j'avais hyper mal. Par contre, on me trouvait un peu parfois fatiguée ou éteinte, alors qu'habituellement, je pète le feu, je suis quelqu'un d'assez énergique, de joyeux, de positif. Voilà, les gens se disaient, tiens, elle a l'air éteinte, elle a l'air fatiguée, mais c'est tout. Et j'essayais de cacher au maximum. Mais aujourd'hui, c'est sûr, c'est pas la même vie. Aujourd'hui, j'essaye
Alors, je veux pas tomber dans l'extrême inverse qui serait de tout contrôler. De toute façon, c'est pas possible. Mais c'est vrai que j'essaie de faire attention à pas avoir, par exemple, 3 engagements hyper importants sur une même journée. Et puis, je sais pas moi, d'aller me prendre soit de la lumière artificielle comme il y a dans la pièce, soit un grand soleil comme on a dans le sud, dans les yeux parce que mon cerveau il est hyper réactif à ça. Faire attention à quand même pas être dans des lieux où il y a trop de bruit, avoir mangé suffisamment, avoir bu de l'eau suffisamment, avoir dormi suffisamment. Enfin voilà, ça demande une vie un peu hyper réglée. Et je reconnais, comme je pense tous les malades, oui, j'essaie de faire ça au maximum. Et en même temps, il y a des fois, j'ai envie de vivre comme si j'étais pas malade. Donc par exemple, vendredi soir, c'est ce qui m'est arrivé. Il y avait une fête pour un ami qui venait de présenter sa thèse. Et puis on est allés tous ensemble dans un bar. Et puis bah voilà, j'ai bu de l'alcool. Alors que l'alcool peut être un déclencheur, mais pas toujours pour la migraine. Et puis ils ont voulu aller en boîte. Bah je suis allée en boîte. Enfin voilà, je me dis, il y a des moments, on peut pas tous interdire, sinon on n'a plus de vie quoi. Enfin c'est infernal. Après, je sais aussi que je peux le payer fort cher le lendemain. Mais c'est moi qui décide un peu. Il y a des moments où je peux décider, je vais souffrir, mais je sais que c'est parce que j'ai lâché sur tout ce que je devais gérer. Et puis il y a des moments où malheureusement j'ai beau avoir géré toute ma journée au calme, bien, j'ai mangé ce qu'il fallait, à la bonne heure, c'est hyper millimétré. Puis il y a une migraine qui apparaît, je sais même pas d'où elle vient. Et ça c'est le pire je crois. Parce que j'ai pas la main dessus quoi. Sûr, bon, t'as dit qu'il y avait la lumière et le bruit. Le bruit, ça va. Mais comme Nickel. on en a déjà parlé, si Ouais. la lumière te gêne, Alors la n'hésite lumière, pas à si en elle me gêne, parler. j'ai mes lunettes spéciales que la sécurité sociale ne rembourse pas, qui m'ont coûté 350 € je crois. Ça coûte très cher, mais c'est des lunettes, tu peux les essayer si tu veux. Ok. Elles sont teintées de rouge et elles cassent un peu Ah bah oui. un certain type Ok. d'UV. Voilà. Ouais, ok. Donc je verrai si je les mets à un moment donné, si je commence à me sentir sensible, mais là ça va, je suis bien. Parce que moi, je m'étais fait opérer des yeux. Et du coup, je devais les protéger contre les lumières aussi. Et je crois que je devais prendre des lunettes comme ça. Mais j'avais vu aussi que c'était pas remboursé, donc je les ai pas pris. Ah bah ouais, non mais c'est un enfer, ça c'est abusé quand on essaye de gérer une maladie mais qu'on n'est pas pris en charge. C'est un énorme... Enfin moi j'ai de la chance d'avoir pu me les payer en fait, voilà. Je me dis que c'est pas tout le monde. Bah oui, mais surtout, bah, je pense toi, c'est parce que c'est pour une vie. Moi, ça durait une semaine que je devais C'est pas vrai. les porter. Payer 300 balles pour une semaine, franchement. Oui non, je suis d'accord avec toi, ça vaut pas le coup. J'ai préféré souffrir pendant une semaine, quoi. Voilà. Rester dans le noir. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je me suis dit que j'allais mettre tu sais, mes lunettes de soleil. Et il y avait la semaine où je devais vraiment garder. Et pendant un mois, genre juste ça me faisait mal. Mais c'était pas dangereux. Du coup, bah, en fait, je mettais mes lunettes de soleil, c'était déjà assez ça. Et bah, je pouvais pas les enlever en fait. Du coup, j'allais en cours en lunettes de soleil. J'étais en classe en lunettes de soleil. Tout le monde se foutait de ma gueule. C'était des grosses lunettes de soleil parce que c'est vraiment ça qui me protégeait. Ouais, pour bien couvrir... Et on m'appelait Maître Gims dans les couloirs. Oh. C'était horrible, franchement. Même au lycée, je faisais de la musique. Du coup, on a une scène ouverte où on performait dans une foule, etc. Et j'arrive et tout le monde... Enfin, tu sais, c'est dans le noir, quoi. Et moi, je suis avec mes lunettes de soleil. Du coup, il y a les lumières. Tu fais, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, moi, j'ai beaucoup connu ça, en fait, depuis des années où on me regarde de travers au travail. Il y a des matins où j'arrivais alors qu'il faisait gris avec des lunettes de soleil. Il y a des commentaires ou des regards de travers de collègues qui se disent mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle fait avec ses lunettes, ou alors oh voilà la star, elle se la raconte, alors que moi je suis dans le mal en fait généralement quand j'ai mes lunettes, et donc c'est assez douloureux, on n'est pas en état d'expliquer pourquoi, mais tout le monde nous regarde de travers, c'est hyper énervant parce qu'on aimerait ne pas être vu quand on est en train de souffrir, c'est valable pour tout le monde, mais les lunettes c'est sûr on nous repère quoi, mais moi ça m'est déjà arrivé aussi d'aller dans des concerts et de mettre les lunettes. Il y a un moment donné où c'est plus possible, bon bah je les mets pour essayer de tenir jusqu'à la fin du concert ou de la soirée, tu vois. Ok. T'écoutes quoi comme musique, toi? Oh là là, si tu savais. J'écoute du rap, du rock, du hip-hop, du rail, du classique, du jazz, T'as des la artistes pop. un peu? J'en ai plein des artistes, mon pauvre. La musique, c'est ma vie.
Bah, moi aussi. Ah, la musique, c'est ma vie. Et j'ai de la chance, mon compagnon aussi, ses filles aussi. Et chez nous, il y a de la musique du soir au matin, en permanence. Et on écoute de tout. Moi, j'écoute de la musique des années 50 à maintenant. Après, il y a des trucs que j'aime pas par-ci par-là. La seule musique à laquelle j'ai du mal à me faire, c'est l'électro. Mais je me demande si ça n'a pas un lien avec les migraines. Parce qu'en fait, souvent l'électro, c'est synonyme de musique un peu, de lumière un peu psychédélique, machin. Et moi, ça peut me déclencher des migraines. Je pense que ça m'angoisse un peu. En fait. Ouais. Mais sinon, non, j'aime à peu près tous les types de musique, vraiment. Ok. Ouais. En ce moment, il y a des artistes que t'écoutes plus que d'autres. Il y en a une, mais je l'ai découverte. En fait, elle existe depuis longtemps, mais je la connaissais pas. Une anglaise, une rappeuse qui s'appelle Little Sims. Okay. Elle est excellente et parfois elle fait du rap avec des inspirations un peu africaines, mais parfois du rap dans le dur. Elle a été la première partie de Gorillaz, je crois. Je la trouve énorme sur tous les plans, sur ses textes, son flow, machin, que je la kiffe. Ok, bah trop bien. Voilà. Trop bien, bah nous sur le tu sais, je t'avais parlé du fait que j'étais dans un crew avec des gens dont je faisais des podcasts, etc. On a un rappeur, quand il sortira quelque chose, je t'enverrai. Mais tu m'étonnes, ça je veux bien. Carrément. Mais est-ce que du coup la musique ça t'aide? Alors, la musique, disons que les moments où je suis au pic de la crise, c'est sûr que non. De toute façon, même avant que la crise elle démarre, j'ai des acouphènes, donc c'est les petits sifflements qu'on a, je sais pas, quand t'as un concert et que t'entends un gros Larsen, c'est comme si j'avais ça, mais en permanence. Donc c'est assez horrible. Dans ces cas-là, non, ce que je veux, c'est du silence complet. Mais par contre, la musique, mais bon, je trouve que c'est valable dans ma vie entière, migraine ou pas migraine. La musique, ça m'aide, je sais pas, à vivre toutes mes émotions. Donc si je suis triste et que j'écoute un truc triste, j'ai l'impression que ça transcende ma tristesse, tu vois. Et il y a des moments où, je sais pas, je sors d'une migraine, ça fait 24 heures, j'en ai bavé. Et là, je me mets 2-3 sons que je kiffe, qui sont en mode punchy ou joyeux ou machin. Je suis capable de sauter partout, quoi. Moi, je saute partout, de joie, je crie, je chante, je danse, bref. Voilà, la musique, pour moi, c'est énorme, juste dans ma vie. Bien sûr, mais du coup, t'as fait de la danse aussi? Est-ce que le sport ça t'aide? Alors, le sport ça m'aide. Après, les 10 dernières années, j'ai eu tellement de crises par mois. J'étais à entre 20 et 28 crises tous les mois, donc c'est un peu ta plus de vie. Puisque une crise ça peut durer 1 ou 2 jours, donc voilà. Mais là, j'ai repris un peu. Alors, c'est kitsch et ça fait un vieillot, mais bon, après, j'ai l'âge que j'ai. J'ai redémarré la Zumba. Okay. Et en fait, le gars, il est énorme. C'est un Brésilien qui anime le cours. Et idem, il met de la musique des années 50 à aujourd'hui. Donc en fait, c'est improbable. C'est pas du tout que des musiques latines, c'est tout. Et n'importe quoi. J'ai même découvert des sons. Et en fait, ça me fait un bien fou, ouais. Mais le sport, en fait... Alors, c'est pas le sport en tant que tel. Le cardio est recommandé pour les migraineux, en fait. Okay. Et donc, on devrait tous faire un peu de cardio quand on est migraineux. Mais il y a un moment donné où quand la maladie, elle est trop présente, tu peux plus, t'es plus en état de sortir de chez toi ou de ton lit. Donc, c'est pas pour faire du sport. Mais là, je reprends un peu et ça fait du bien, ouais. Après, je suis un peu allée à la salle de sport ces 10 dernières années. Mais par contre, non, c'est l'enfer. J'aime pas les salles de sport. Il y a tout ce qu'il faut pas. Du bruit, de la lumière, des odeurs, exactement tout ce qu'il faut pas pour un migraine. En fait, c'est l'enfer. Mais bon. Ah ouais, j'imagine. Moi j'y étais ce matin. Ce matin, je sais pas ce qui m'a pris. En fait, il y a ma sœur qui est chez moi en ce moment, qui est en télétravail. Et du coup, je sais pas comment on a une idée, mais on s'est tapé une déterre. On s'est dit, viens. Parce que du coup, elle commence son télétravail à 8h. On s'est dit, viens, 6h du matin, on est à la salle de sport. Mais non. Parce que moi, je savais pas qu'il y avait une journée qui m'attendait. Oh punaise, 6h du matin, sport. Ouais, non, alors ça, moi, tu peux être sûr. J'ai bientôt 50 ans. Ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera jamais. 6h du matin. On y était à 6h du matin à la salle de sport à Basic Fit Saint-Clément-de-Rivière. On s'est entraîné, sauf que moi j'étais en mode... En fait, moi j'adore le sport, donc j'ai kiffé ma séance et tout. Sauf que sur le retour, je commence à sentir, tu sais, le petit coup bas après, où t'es un peu fatigué, et je me dis, attends, je dois tenir la journée là. Là, je dois tenir la journée. Ouais, oh c'est là chaud. là.
Ouais, c'est bien quand on y est, tu ressens t'as la dopamine à fond et tout ça, donc ouais, on est vachement bien, je pense, juste après la séance, mais bah bravo, t'es là. Bien sûr, je suis là, je suis très content, j'ai beaucoup d'énergie. Mais du coup, il y a pas mal de choses où tu as dû adapter. Est-ce que tes migraines, elles te posent problème pour au travail, par exemple? Bah ouais, au travail, ça a été compliqué. J'ai travaillé dans la communication événementielle pendant presque 15 ans. Et je crois que c'était vraiment pas un métier adapté aux migraineux. Il fallait organiser et aller sur des événements, donc beaucoup de déplacements, beaucoup de scènes avec des projecteurs, des lumières, des gros sons, des micros, etc. Des horaires pas du tout stables, il faut rester avec le client le soir, il faut être hyper tôt le matin quelque part. Voilà, et en fait j'en ai beaucoup bavé, mais évidemment que j'allais pas dire à mes clients que j'avais la migraine, parce que je me disais, bah ça se trouve ils vont pas me croire, ou ils vont plus me faire confiance. Et résultat, régulièrement, quand je sentais que j'étais dans le mal, bah, j'allais m'isoler, et le seul endroit où tu peux t'isoler généralement c'est les toilettes, de n'importe quoi, d'un hôtel, du palais des congrès de je sais pas où, enfin voilà, ou même chez les clients, et c'est d'aller t'asseoir sur la cuvette des toilettes tout seul dans le mal, et puis bah, d'attendre que ton traitement de crise fasse effet, ou d'attendre un mieux, et de ressortir en s'installant une belle poker face, voilà, et puis tu souris, tu fais comme si tout allait bien, t'accroches un sourire, ça va quoi. Et j'ai pas souvenir d'un seul client qui se soit rendu compte de ça. Mais par contre, je me souviens de retour chez moi dans des états, en taxi à Paris, dans des états lamentables. Lamentables. Du coup, t'étais à Paris avant? Ouais, j'ai vécu en fait presque 40 ans en région parisienne. Et là, ouais, ça fait presque 10 ans, un peu moins que je suis à Montpellier. Et mais ouais, au boulot, ça a été chaud. Et après, mais ça m'a pas empêché de faire ce que je voulais faire quand même. Ok. C'est là où je suis contente de moi, me dire ma maladie, elle m'a pas arrêtée, parce que en plus du boulot, j'étais militante politique, militante syndicaliste. En plus, j'étais secouriste bénévole, ce qui fait que la semaine, je bossais dans la communication. Le week-end, je faisais des gardes avec les pompiers de Paris pour aller faire du secours à victimes, comme on appelle ça. J'étais une secouriste super nulle, hein, en vrai. Mais d'ailleurs, j'ai arrêté au bout de 2 ans parce que vraiment j'étais nulle. J'étais très bonne dans le contact en fait avec les victimes, mais tu me demandais de prendre une tension, j'aurais pu mentir quoi. Et il faut pas le faire évidemment. Donc je le faisais pas. Mais voilà, j'étais pas du tout une bonne secouriste. Mais voilà, je me suis pas refusé ça. Et en fait, derrière, à force de rencontrer beaucoup de SDF, parce que les pompiers de Paris interviennent beaucoup auprès des SDF, et ben je sais pas, j'ai senti que j'avais un truc dans ma vie qu'il fallait que je fasse quoi. Je voulais être en contact avec des gens qui étaient dans une galère incroyable, qu'on regarde pas quand on marche dans la rue, que la majorité des gens trouvent chiant, emmerdant, enfin. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais aller me confronter à ça, parce que je pense que ça nous renvoie à une peur qu'on a, qui est, elle est inconsciente, mais cette peur, c'est un jour je pourrais être à sa place. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et en fait, je pense c'est humain, les êtres humains, ils ont peur de ça. Et du jour où j'ai commencé à entreprendre une reconversion pour devenir éducatrice spécialisée et travailler dans la rue, je me suis éclatée. Alors ça paraît horrible de dire ça, je me suis éclatée à bosser la nuit, aller voir des SDF, des usagers de drogue, des personnes alcoolisées, voilà. Mais en réalité, j'ai vécu des années exceptionnelles de rencontres incroyables, parce que derrière l'alcool, la drogue ou la rue, il y a des gens, c'est tout. Ouais. Et il y a des gens qui ont un avant, un après, et puis la galère du quotidien. Et ça, j'ai vraiment adoré. Après, pour revenir à la migraine, quand, quand j'étais secouriste, autant dire que quand j'étais en caserne et que d'un coup se déclenche une sirène pour nous dire c'est vous qui allez décaler, et que j'avais une migraine qui démarrait à ce moment-là, c'était un enfer. Monter dans le véhicule, aller à toute berzingue sur un lieu d'intervention. Et souvent, on bossait aussi la nuit, en soirée, tout ça. Donc, les lumières hallucinantes, les odeurs, les bruits, les trucs. Je finissais. Parfois, j'avais envie de me coucher moi sur la banquette arrière de l'ambulance, hein, mais bon, je le faisais pas. Peut-être sur le retour. Voilà, sur le retour, ouais, je finissais pareil. De toute façon, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie
rentrer en rampant chez moi, que ce soit après des soirées parce que j'avais forcé malgré la migraine, que ce soit après le boulot, parce que j'avais eu des migraines, que ce soit après mes activités bénévoles ou chez des potes. Souvent, je suis rentrée chez moi en rampant, Tu sais, dans le mal. en fait, quand j'ai commencé à parler avec toi à ce sujet, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit, c'est que, bien sûr, même si tu vis toutes ces difficultés-là, en fait, je pense que quand même, il y a un truc à prendre en compte, c'est que tu as une chance, c'est que tu es en France. Donc, même si c'est très compliqué, tu vois, tu y arrives, mais je me dis, en fait, imagine là, toi, si tu étais une personne burkinabèse avec, je sais pas, 3 enfants et dont tu dois t'occuper, avec plein de responsabilités et un travail très physique je dis en fait comment c'est faisable. 1000 fois, je me suis dit ça, mais 1000 fois. En fait, quand je suis dans le mal au fond de mon lit, la migraine, ça te met dans une micro-dépression qui s'arrête quand la migraine est finie. Mais t'es triste, tu vois tout au noir, t'as envie de mourir, enfin vraiment tellement t'as mal, tu veux te taper la tête contre les murs. Moi je demande à mon compagnon de me serrer le crâne comme ça hyper fort, il a peur que ça explose, ça explosera jamais, mais parce que ça soulage et en fait on est vraiment dans un état, on est transformé. Hein. Mais il y a des moments où je me suis raccrochée parce que ma vie, je pense, quand on veut aller de l'avant, on fait toujours comme ça. Il y a une expression qui dit « Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console ». Et en fait, c'est horrible, mais il y a toujours pire que soi. Il y a toujours des situations plus complexes que soi. Je suis même allée plus loin que toi, je me suis dit, mais des gens qui finissent dans des camps de réfugiés, je sais pas où moi, en Libye ou au Soudan, ils sont des milliers comme ça sur quelques centaines de kilomètres carrés, et puis ils sont en galère, il fait chaud, il n'y a pas de bouffe pour tout le monde et tout ça, et en plus, tu as une maladie comme celle-là, qui t'impacte peut-être tous les jours, peut-être un jour sur deux. Et en plus, comme tu dis, éventuellement, tu as des enfants, donc tu dois essayer de tenir ton rôle parental. Mais quel enfer! Tu n'as peut-être même pas accès aux médicaments qui existent. Et donc, même si moi, j'ai traversé des années là, de galère, c'était compliqué les 10 dernières années, mais ouais, je suis en France. Et puis, j'ai pu me mettre en arrêt maladie. J'ai pu demander un mi-temps thérapeutique dans mon dernier boulot, donc travailler à mi-temps, et la sécurité sociale me payait l'autre mi-temps. Maintenant là j'ai une pension d'invalidité, donc c'est improbable, je pensais pas que j'étais invalide, mais la CPAM me verse une pension d'invalidité, où je peux quand même travailler à côté. Je suis reconnue même handicapée, beaucoup de mes traitements, en tout cas les traitements de crise, me sont remboursés. Là je vais redémarrer un nouveau traitement en intraveineuse à l'hôpital, il va être remboursé. Je me dis quand même, j'ai tout ça quoi. Et en plus, j'ai un toit sur la tête, tu vois. Je peux m'isoler dans le noir, demander le calme. Voilà. Donc ouais, je suis pas la plus à plaindre des migraineuses. Mais du coup, dans ta vie en général, comme tu as dit, tu as tendance à rentrer en rampant, etc. Est-ce que tu as des voisins qui le remarquent, des choses comme ça? Non, pas vraiment. Alors quand je vivais à Paris, pas trop, mais à Paris, les gens, ils se croisent sans se voir, quoi. Il y a un côté quand même, dans certains immeubles, un peu chacun pour soi. Mais par exemple, là, à Montpellier, j'habite dans un petit lotissement. On se connaît un peu avec certains voisins. Et voilà, j'ai un voisin et une voisine en particulier, ils me connaissent bien. Ils voient direct la tête que j'ai quand j'arrive chez moi. Okay. Et ils voient que c'est pas la peine de venir taper la conversation avec moi. Ça va pas du tout avec les moments. Okay. Souvent d'ailleurs, j'ai mes lunettes là sur le nez et je marmonne un bonjour, mais vite fait. Alors qu'habituellement, je suis plutôt en mode bonjour, salut, ça va, voilà. Là, c'est pas du tout ça. Ok. Donc les gens le sentent, ouais. Et est-ce qu'il y en a, du coup, je sais pas, des voisins qui font du bruit, des trucs comme ça qui peuvent te gêner? Oui, mais oui. Mais oui, et en même temps, c'est horrible, je suis tout le temps tiraillée parce que moi, quand je vais hyper bien sûr que je fais du bruit aussi dans mon logement, tu vois. Nous, on adore écouter la musique à fond chez nous. Et donc, je me dis, quand c'est le tour des voisins, ils peuvent pas savoir que t'es dans le mal, toi. Enfin, tu vois, c'est... Donc, souvent, en fait, quand j'habitais seule à Paris, je prenais sur moi, mais je prenais sur moi je découle en plus jusqu'à 2h du matin. Tu vois, pas à 10h du soir, 2h du matin. Mais à 2h du matin, quand ça continuait, j'allais frapper chez les voisins en disant « la faut arrêter, je n'en peux plus ». Mais j'ai été parfois bien reçue, parfois mal reçue, hein, c'est comme ça.
Mais c'est pénible parce qu'on est soi-même le voisin de quelqu'un. Hein. On a des voisins, mais nous-mêmes, on est les voisins dans l'autre sens. Donc, quand on va aller se plaindre du bruit, parfois je me dis, mince, est-ce que nous, on n'en fait pas autant parfois et que personne vient nous le dire, tu vois. Moi, j'ai vécu ça pendant 10 ans, je crois, avec des voisins qui faisaient vraiment beaucoup de bruit, un couple qui se disputait très souvent. Et le truc, c'est que j'avais de temps en temps, en fait, ma grand-mère qui venait et qui était aussi très malade. Du coup, le bruit, elle, c'était vraiment pas possible. Et à partir du moment où elle venait, je sais pas, une fois par mois pour passer le week-end, pour passer une semaine, là, quand on leur demandait et qu'ils refusaient, il y avait commencé une tension. Et je me rappelle même une fois où ça allait mener à une bagarre, parce que les mecs ils étaient en mode. En fait, il y a des gens, ils s'imaginent tellement pas que c'est un peu leur devoir en vivant en société, de être compréhensif vers les autres. Ça, parce que c'est chez toi, ton appartement, que tu peux faire le bruit que tu veux. Et il y a des gens qui sont quand même pas foutus de comprendre ça, quoi. Ouais, il y a une expression qui dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et on est tout le temps confronté à ça, c'est clair. Ta grand-mère, c'était légitime qu'elle ait du calme, du repos, elle venait vous voir, mais voilà. Mais les voisins, ils étaient dans leurs embrouilles, leurs trucs, et ils s'en foutaient, quoi. Mais c'est dur, ouais, le respect, vivre ensemble, quoi, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais ouais. Toi, t'as dit, comme on a dit, bon, bien sûr, même si, comme t'as dit, on est en France, donc ça va, t'es un peu parmi les migraneuses privilégiées. Quand même, il y a des petits soucis, des petits trucs qu'on pourrait améliorer. Je sais que il y a très souvent des petits problèmes entre les personnes atteintes de migraine et les pharmaciens. Parce qu'ils sont pas très compréhensifs. Alors, jamais de généralité déjà, parce que il y en a qui sont compréhensifs, heureusement, et ceux-là ils nous sauvent. Mais c'est vrai que c'est bizarre, c'est marrant ce que tu me dis là. C'est vrai que c'est très curieux de rencontrer des professionnels de santé qui ont fait médecine, qui sont hyper éclairés sur, de ce que j'imagine, la douleur, la souffrance, voilà. Et bon, quand on vient dans une pharmacie, c'est généralement pas tellement de gaieté de cœur, quoi. On vient parce qu'on a une ordonnance, on vient parce qu'on n'est pas bien. Et je me suis retrouvée face à des pharmaciens qui ne voulaient pas me donner mon traitement de crise parce que j'avais déjà eu une délivrance et que le médecin avait l'air d'avoir mis que je pouvais avoir plus de boîtes que ça, mais eux, ils n'étaient pas d'accord. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a la Haute Autorité de Santé, la HAS, c'est elle qui décide, qui fait des recommandations pour tous les médicaments, par pathologie, voilà, ce qu'on doit délivrer, ce qu'un médecin est en droit de prescrire. Et puis certains médecins, ils vont parfois un petit peu au-delà, mais parce que c'est leur job aussi d'évaluer que toi, ta maladie, elle a tellement d'impact que voilà, tu peux avoir besoin de plus, en tout cas pour traverser une période. Parce que mon médecin, il m'avait pas dit je vais vous donner plein de traitements de crise pour la vie. Il m'a dit c'est en ce moment parce qu'on essaye en plus des traitements de fond, en attendant qu'ils fonctionnent, il faut bien que vous arriviez à aller bosser. Et je me souviens d'une pharmacienne, j'avais mes lunettes sur le visage, j'étais en train de négocier avec elle, d'obtenir ce qui était écrit sur mon ordonnance. Elle voulait pas, elle est allée demander à quelqu'un d'autre. Pharmacie où il y avait des néons au-dessus de moi, une bonne musique derrière, plein de gens, il faisait chaud, et je me suis mise à pleurer en fait chez la pharmacienne. Et ça m'est arrivé plusieurs fois parce que si j'y allais là et que j'avais besoin de mon traitement maintenant, c'est que de toute façon j'avais rien d'autre de possible pour aller mieux, quoi. Et c'est vrai que c'est une pure galère de devoir parfois faire plusieurs pharmacies pour que quelqu'un dise mais vous êtes migraineuse, oui, vous êtes super neurologue, oui, vous avez moi je suis la prescription de votre médecin et je vous donne ce qu'elle écrit. Donc ça, moi, il y a des fois où des pharmaciens qui m'ont mise vraiment dans le mal, je leur en ai beaucoup voulu. Il m'est arrivé parfois derrière, comme je suis bénévole dans une association de patients, un jour où j'étais mieux, d'y retourner avec des flyers de l'association pour les sensibiliser en fait et leur dire ok, là vous m'avez vu en tant que patiente en souffrance et vous m'avez pas tendu la main, mais moi j'aimerais bien que ça change en fait ce regard sur cette maladie. Quelqu'un qui vient et qui est en larmes et qui est dans le mal et qui en plus a une ordonnance valable, et à un moment donné on l'accueille
correctement, encore une histoire de respect, tu vois. Mais ouais, les pharmaciens, il y en a des chouettes et puis des beaucoup moins bienveillants. Ah bah oui. Mais ouais. Est-ce que t'as. Est-ce qu'il y a il y a des soucis de santé qui peuvent être causés par les triptans? Oui, enfin en tout cas, il y en a qui peuvent être aggravés malheureusement. Alors les triptans, c'est le traitement de crise pour la migraine le plus connu et il en existe 7 en plus. Malheureusement, il y a des gens qui ont des problématiques cardiovasculaires en particulier qui peuvent pas en fait en prendre. Donc eux c'est la galère parce que eux, pour traiter leur crise, ils peuvent essayer avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, tout ce qui est Advil, Nurofen, etc. Mais en fait, c'est pas efficace sur une migraine, vraiment. Donc eux, ils souffrent plus que les autres. Eux, la crise, elle peut pas. Avec un triptan, moi, si je le prends assez tôt, si par exemple là, je sentais un peu des signes de gêne avec la lumière, je prendrais un triptan, d'ici 1 heure ou 2, je serais un petit peu mal dans mon corps parce que c'est un vasoconstricteur, donc ça resserre les vaisseaux, mais de tout le corps, on se sent un peu crispé. Mais la migraine, elle serait partie. Donc en 2 heures, c'est quand même exceptionnel. Malheureusement, ceux qui n'ont pas accès au triptan ou qui les prennent trop tard, et ça m'arrive régulièrement, on peut être parti pour 3 jours en fait. Ok. Mais comment ça se passe en fait après la crise? Après la crise, c'est assez bizarre. Il y a plein de stades. En fait, quand on est en crise, on a l'impression d'être au fond de l'eau. Moi, j'ai l'impression d'être en apnée, d'être coupée du monde entier. Il peut se passer 1000 choses autour de moi. Plus rien n'a d'importance parce que vraiment, j'ai envie que tout s'arrête, mais que la vie entière s'arrête. Enfin, et je me rends vraiment plus compte des autres, même. Et quand enfin je commence à ne plus avoir mal, c'est comme si tu sortais, mais vraiment après avoir retenu ta respiration sous l'eau pendant trop longtemps. Donc tu sors, t'es un peu étourdi. Parce que d'un coup, tu ouvres la porte de ta chambre, si tu étais dans ta chambre, tu reconnectes avec la vie autour de toi, tu sors devant chez toi, hop, tu vois des gens, il y a de la lumière, les oiseaux qui chantent, tout ça est très bizarre. Et en fait, tu passes par plein de stades moi, il y a des moments où je me sens un peu mélancolique, un peu triste, en me disant merde, la vie elle a continué, alors que moi, tout s'est interrompu. Tout s'est interrompu, par exemple, pendant 8 heures d'affilée. Je n'ai plus rien vécu, en fait, à part de la souffrance. Et puis d'un coup, je me dis, la vie a continué, mais c'est horrible, j'ai raté. Puis il faut que je rattrape le temps perdu. J'avais ça à faire à la maison, au travail ou je sais pas quoi. Mais progressivement, j'atteins ensuite le moment où, quand ensuite vraiment ça se pose, j'atteins le moment où d'un coup je me dis merde, la vie elle est belle quoi. Punaise, la vie elle est belle. Quand j'ai pas de migraine, la vie elle est belle. Et en fait, ça me la rend même plus belle parce que je suis malade, je pense. Parce que je me rends vraiment compte de tout ce que je perds quand je suis en crise pendant des heures. Et quand je me reconnecte aux gens, aux animaux, à la nature, à la vie en société, même juste à lire un bouquin, je me dis waouh, mais c'est tellement beau, je peux faire tout ça quoi. Ah ouais. Mais tu penses que Et c'est un peu euphorisant, c'est un peu curieux. Tu te sens un peu comme si d'un coup on t'avait donné une pastille du bonheur, enfin tu vois, un truc. Moi ça me fait presque planer quoi. J'ai envie de dire hey, mais Osni, regarde, putain, mais la vie elle est trop belle, regarde la lumière là, le truc, tu vois. Je suis hyper euphorique. Alors ça peut être excessif pour des gens. Ah ouais, ouais, les gens ils me regardent, ils se demandent ce qui m'arrive, genre ouais, en fait les oiseaux étaient déjà là avant. Mais toi t'as un truc qui a disparu pendant des heures et donc quand ça revient, je te jure que tu trouves ça hyper beau. Ok. Ah peut-être c'est comme t'as dit après ces petits épisodes de dépression que du coup tu réapprécies la vie et que tu te dis il y a parce que c'est les deux extrêmes en fait du coup. Ouais. C'est que tu goûtes tellement bas que peu importe le truc, tu vas te trouver que c'est fou. C'est ça, exactement. Tout paraît dingue, tout paraît hyper bien. Après, je dis le mot dépression, c'est un peu compliqué ce mot-là. Parce que si tu veux qu'on fasse une petite parenthèse santé mentale, la dépression c'est vraiment une maladie qui est affreuse et qui quand elle s'installe chez quelqu'un, les gens ils ont vraiment plus goût à rien et ils comprennent pas pourquoi.
plus rien ne leur fait de l'effet en fait. Et donc c'est hyper dur d'en sortir, de trouver un traitement, voilà. Quand t'es migraineux, tu ressens pas une vraie dépression. Après, tu peux malheureusement développer une dépression par ailleurs. Mais un migraineux, c'est pas une maladie psychosomatique et c'est pas une maladie psychologique, la migraine. C'est une maladie neurologique et génétique. Par contre, tu peux avoir vraiment ce sentiment de toucher le fond. Mais si quand tu sors de la migraine, tu ressens ce que je disais là, un peu de l'euphorie ou de la joie, ou en tout cas, tu reconnectes à plein d'émotions, plein de sentiments, c'est que t'es pas dépressif fondamentalement. Après, je pense que c'est possible aussi que je pense qu'il peut exister des gens qui, à cause des migraines, commencent à beaucoup se comparer aux gens qui, eux, vont, entre guillemets, mener une vie normale, et que donc cette comparaison peut mener à une tristesse qui, elle, peut mener à une dépression. Oui, je pense. Ouais, t'as raison. C'est le problème des maladies chroniques, en fait, comme la migraine, mais comme beaucoup d'autres. Il faut parfois, effectivement, voir un peu ces signaux-là, comme tu dis, et dans ces cas-là, se faire aider, parce que il y a le risque de tomber dans la dépression, mais il y a en fait, accepter d'avoir une maladie, c'est faire un deuil de choses qu'on ne pourra plus faire comme les autres. Oui. Et faire un deuil, quel qu'il soit, il y a des fois, il faut être accompagné par un professionnel. Et ça vaut le coup d'aller voir un psychologue ou un psychothérapeute pour accepter. Et l'acceptation, c'est un énorme pas en avant. Je le sais, parce que moi, j'ai été dans le déni pendant 30 ans. Et qu'il m'a fallu plusieurs années. Il m'a fallu croiser d'autres migraineux. Il m'a fallu, en fait, toucher le fond en plus, même professionnellement, c'est-à-dire plus arriver à travailler comme je le faisais, à temps plein, etc. Pour me dire, ok, en fait, maintenant, tu arrêtes de faire semblant. T'as un vrai truc qui se passe dans ta vie. Ça fait des décennies que ça se passe. Donc, il va falloir l'accepter si tu veux aller de l'avant. Sinon, tu vas continuer à t'enfoncer. Et donc, ouais, dans ces cas-là, ça vaut le coup de se faire aider, je pense. D'accord. Je pense aussi, au-delà du fait que tu te compares aux gens, je pense que vu que c'est une maladie invisible, en fait, les gens, ils vont avoir des attentes. Ton boss, peut-être, il va avoir des attentes. Peut-être ton compagnon va avoir des attentes. Peut-être ton ami va avoir des attentes. Que, pour une personne, je sais pas, j'allais dire une personne normale, pour une personne qui n'est pas atteinte de cet handicap-là, ça va être des attentes normales. Ouais, complètement. Mais complètement. En vue de cette situation-là, ces attentes-là peuvent blesser les gens. Et du coup, est-ce que tu as des expériences comme ça? J'en ai des milliers d'expériences comme ça. Mais j'en avais surtout quand je parlais pas de mes migraines. Et donc, je cachais tout le temps. Et les gens comprenaient pas quand je disais non, après le boulot, je vais pas venir boire un verre avec vous ou aller au restaurant. Et en fait, j'avais aussi moins peur que les gens ne comprennent pas. Donc, je leur disais juste non, mais là, je suis fatiguée ou j'ai envie d'être seule. Alors qu'en fait, je souffrais. Mais j'avais vraiment peur qu'on ne me croie pas. C'est le problème. Comme c'est invisible, comme tu dis, c'est hyper compliqué de faire toucher du doigt aux gens qu'un truc invisible est vrai, est là. Et que c'est pas parce que on s'est coiffé, on s'est habillé, on s'est maquillé, on s'est je sais pas quoi, et qu'on se met un sourire au visage, qu'on va bien en fait. Autour de nous, il y a plein de gens qui sourient et qui en fait, eux aussi, ont des maladies invisibles. C'est ça qui est ouf en fait, parce qu'en France, dans le monde, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. On croit que les handicaps, c'est que des handicaps visibles. C'est complètement erroné. Et le nombre de personnes qui ont des maladies chroniques handicapantes, il est énorme. Et moi, ça m'a même mené à des moments à mentir, y compris à ceux que j'aime. Alors, c'est d'autant plus dur quand c'est à ceux que tu aimes, mais des amis me sollicitant par SMS pendant que je suis en train de gérer une crise chez moi, et qui me disent « Allez, viens, mais si, tu vas voir, ça va être cool ». Et que moi, je suis recroquevillée, j'ai mal à tout mon corps, comme si, je sais pas moi... un char d'assaut m'était passé dessus 12 fois, j'ai mal, je souffre, je suis dans le noir, je supporterais même pas d'entrouvrir la porte, et les gens m'envoient des SMS, allez mais qu'est-ce que tu fous, viens, mais c'est cool, ça va te faire du bien, se reprendre l'air. Ça me prendrait tellement de temps de leur expliquer, mais en fait il faut pas juste que je prenne l'air, ou juste ceci ou juste cela. Donc il y a des fois je mens,
Alors je le fais de moins en moins parce que je parle de plus en plus de ma maladie. Ok. Mais il m'est arrivé beaucoup trop de fois de mentir pour préserver les autres ou pour me préserver moi. Parfois les deux. Il vaut mieux parfois inventer un mensonge qui fait que les gens vont ensuite tout de suite arrêter en disant ouais ok je comprends, je te laisse. Plutôt que de laisser un truc entrouvert et où tu reçois 12 SMS et t'en as marre. Parce qu'en plus les gens ils se rendent pas compte à ce moment-là, mais c'est de ma faute si j'en parle pas. Mais ils se rendent pas compte qu'en insistant pour que tu viennes, ils te font encore plus mal parce qu'ils insistent et toi tu te rends compte d'autant plus que tu ne peux vraiment pas y aller. Donc on te donne envie d'un truc et tu sais que tu peux pas. Et donc allez viens, tu vas t'éclater, t'as envie d'hurler, mais en fait ouais, je sais que je pourrais m'éclater avec vous. Mais ma maladie fait que je ne peux pas là. Mais punaise, bien sûr que j'aimerais être avec vous les gars. Vous rigolez, enfin... Et voilà, passer une bonne soirée avec des gens que j'aime bien, voilà, écouter de la musique, discuter, refaire le monde comme avec Osni. Enfin, voilà, on peut s'éclater comme ça. Ben, si je ne viens pas, c'est parce que je ne peux pas. Mais mon Dieu, si je pouvais, je serais là en fait. Enfin, et ça, c'est hyper violent. Bon, on a de la chance aujourd'hui, tu peux. Ah, aujourd'hui, je peux, ouais. Donc Punaise. ça va. Mais du coup, t'as dit que maintenant ça va mieux parce que t'en parles. Oui. Du coup, tu postes souvent sur le compte Facebook, La Voix des Migraineux. Alors, j'ai arrêté depuis mars 2024. Donc, il y aura bientôt un an, enfin, il y a 9 mois. Mais j'ai écrit pendant 2 ans, ouais, des chroniques tous les lundis. C'était mon truc du dimanche soir. Mon compagnon, il me voyait. Et en fait, ça m'a énormément aidé et sauvé d'écrire. Et la première fois que j'ai eu à écrire une chronique, j'étais super stress chez moi. J'avais écrit mon petit truc sur un document Word, je relisais, je me disais, oh, c'est nul. Bon, puis le lendemain, bah, il a fallu le poster. Et quand j'ai vu les commentaires des abonnés de la page, et la majorité, l'immense majorité, ils sont migraineux, et que j'ai vu que ça parlait aux gens, je me suis dit, ok, allez, bon, bah, on verra la semaine prochaine. Et en fait, de semaine en semaine, j'avais l'impression que j'allais être intarissable. J'avais 1 million d'idées de chroniques. J'en ai encore, hein. J'ai arrêté d'écrire, mais d'écrire en tout cas ces chroniques sous ce format-là. Mais en fait, décrypter la maladie, là j'en ai écrit, je crois, presque 90 des chroniques au final, en 2 ans. Mais je pourrais en écrire, ouais, je pense, des centaines. Tellement tu peux décortiquer une maladie sous plein d'angles en fait. Tellement, quand ta maladie, elle impacte ta vie entière, personnelle, familiale, de couple, au travail, amical, tout quoi. Ben, je pense qu'il y a matière à écrire longuement. Bah oui, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai régalé à lire ça. Il y a des trucs sur lesquels en fait on n'y pense pas. Tu sais, des trucs comme tu dis, le voyage par exemple, le mal que ça peut te mettre, bon, le bien aussi que ça peut te donner, Ouais. mais le mal que ça peut te donner, tu vois, bah, on n'y pense pas forcément quand on l'a pas vécu. C'est vrai que bah, ça peut être un enfer, quoi. Ah ouais, non, mais le voyage, ouais, on se dit tous que si on part en voyage, c'est que ça va être pour un truc genre génial, qui va que nous faire du bien. Et puis pour moi, c'est un peu une angoisse quand même. Hein. Faut que je prévoie mes traitements de crise, que j'en ai suffisamment pour chaque jour de voyage, parce que j'ai peur d'avoir une crise par jour. Et il faut que j'emmène plein de petits accessoires avec moi, au cas où voilà, ça pourrait me soulager ponctuellement. Mais je crois que le pire, c'est les transports. Déjà, rien pour partir et revenir. Je me souviens de mon compagnon une année, je sais plus d'où on revenait et on faisait une escale à Londres dans un aéroport et en fait c'est dans le premier avion j'ai eu une crise qui s'est déclenchée et déjà dans l'avion j'avais demandé à l'hôtesse de l'air si elle avait de la glace pour me mettre sur le front, sur le visage. Je me sentais mal, j'avais chaud et moi la glace me fait du bien, m'apporte un peu de soulagement sur le crâne. Aujourd'hui, j'ai acheté un bonnet réfrigéré, que je laisse dans mon congélateur, j'en ai même 3 en fait, et je les enchaîne, donc ça me donne une tronche pas possible, on s'en fout dans ces cas-là. Hein. Sauf que dans l'avion, bah, elle avait de la glace, mais elle avait rien pour que je puisse mettre les glaçons dedans. Et puis elle me regardait vraiment bizarrement. J'avais l'impression d'être comme une toxicomane en manque, tu vois. Je suais, j'avais les pupilles dilatées, j'étais pas bien et tout. Et en fait, je m'étais collé ça et à chaque fois qu'elle passait, elle me regardait bizarrement. J'avais l'eau qui coulait sur mon visage, bref.
Et quand on est arrivé pour notre escale, mon compagnon, il a dû porter tous les sacs, me mettre dans un coin de l'aéroport, mais un aéroport, on ne peut pas faire plus bruyant comme endroit. Enfin, je veux dire, c'est comme un centre commercial. Lumière, des annonces toutes les 2 minutes, des sonneries, sans compter les téléphones portables, les enfants qui jouent, qui crient. En vrai, c'est la vie, tu vois. C'est ça qui est horrible. Tu dis, ça, c'est la vie. S'il n'y avait pas d'humain, il n'y aurait plus de bruit. Oui. Donc, c'est que c'est la vie. Sauf que moi, dans ces cas-là, c'est à hurler. Je pourrais frapper tout le monde. J'ai envie de me mettre à 4 pattes sous les fauteuils et qu'on ne me voit plus. Et là, mon compagnon, il cherchait un peu de Coca-Cola parce que j'avais la nausée. Il y a souvent des nausées, des vomissements avec la migraine. Il cherchait, il trouvait pas. Enfin, il faisait plein d'allers-retours pour essayer de me soulager. Et en fait, j'ai passé des heures jusqu'au vol d'après, jusqu'à rentrer chez nous, uniquement avec la méthode Coué, c'est-à-dire à me parler dans ma tête et à me dire faut que tu tiennes, faut que tu tiennes, faut que tu tiennes, pendant des heures. Faut que tu tiennes, faut que tu tiennes, j'ai mal, je vais tenir, j'ai mal, je vais tenir. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Il n'y avait rien d'autre à faire. Mon traitement marchait pas, donc je pouvais rien faire. Et quand on est arrivé à la maison, on a appelé SOS médecin, en plus en arrivant, parce que ils ont ce super pouvoir de te faire une injection en intramusculaire avec un truc un peu fort, un opiacé, un morphinique, un truc comme ça, et en fait ça n'arrête pas la crise, mais ça te met dans un état second qui fait que tu as moins mal, et tu peux peut-être voir le jour le lendemain, quoi. Voilà. Ok. Mais est-ce que, du coup, le triptan, ou peu importe le médicament, du coup, est-ce que c'est addictif? Est-ce que des fois, même si t'as pas de crise, t'en ressens le besoin ou quoi? Ah merde, c'est intéressant ce que tu demandes. C'est un vrai piège, mais c'est valable pour plein de médicaments. C'est pas connu pour être addictif, clairement. Mais le problème, c'est que quand tu as beaucoup de crises et que tu veux essayer de tenir quand même une vie la plus normale possible, donc faire des choses tous les jours, aller au travail, faire des trucs, et ben il arrive que ponctuellement, mais je ne le recommande pas, c'est vraiment pas bien, mais admettons, je serais dans une période où j'ai beaucoup de crises et on devait se voir aujourd'hui pour enregistrer et je tenais à être là. Bah, hier soir, j'aurais pu me coucher en prenant un traitement de crise alors que j'en avais pas. En me disant, avec un peu de chance, l'effet marchera si j'ai une crise dès le réveil demain matin. Et donc, dans tous les cas, je serai en état demain après-midi pour aller voir Osni enregistrer un podcast. Mais en fait, c'est l'enfer parce que le cerveau, il retient tout ce qu'on lui fait. Le corps humain est comme ça, et le cerveau en particulier est très fort. Et plus tu prends des traitements de crise pour la migraine, plus tu peux générer des migraines. Comme si ton cerveau, il veut son traitement, donc il va générer la crise. Et là, tu tombes dans un cercle vicieux. T'en prends tout le temps. Et au bout d'un moment, tu t'habitues, et les doses que tu prends ne suffisent plus. Donc on te donne le même traitement, mais plus fort. Et puis au bout d'un moment même, le traitement plus fort, il marche plus. Et il y a 3 ans, il y a 3 ans, j'ai eu un état, on appelle ça un état de mal migraineux qui a duré 2 mois. Donc en gros, j'avais une douleur, une céphalée migraineuse qui a duré 2 mois. Et j'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai quand même, au bout d'1 mois et demi, appelé mon neurologue et dit en fait, il faut m'hospitaliser, il faut qu'on casse ça, je sais pas comment me sortir de ça. Et je me suis retrouvée 5 jours à l'hôpital où effectivement on m'a donné un autre traitement qui n'avait rien à voir, qui était un antidépresseur. Mais les antidépresseurs ne traitent pas que la dépression, il faut le savoir. Et on m'a mis là-dedans, en fait c'était pour gérer presque peut-être le symptôme d'éventuellement, comme même s'il n'y a pas d'accoutumance au traitement, et surtout gérer la douleur. Ça n'a pas super bien marché, je t'avoue. Je ne recommande pas. Éviter les hospitalisations pour sevrage, ça marche pas hyper bien. D'accord. Mais il y a un truc qu'on a dit tout à l'heure, c'est que du coup tu as commencé à publier un peu tes petites chroniques. Il y en a un qui m'a un peu titillé l'oreille, je crois ta première chronique de 2022. Tu dis j'avais le sentiment d'avoir tant de choses à dire, mais juste avant tu mets une petite parenthèse à me dire, du coup à travers ces chroniques. Est-ce que tu trouves que écrire ça, c'était un peu une manière de converser avec toi-même, de mettre les mots sur ce que tu ressens et que ça t'a aidé? Ouais, mais complètement, 100%.
En fait, parce que j'étais bénévole dans l'association, ça m'a permis de m'adresser à d'autres patients et de voir que ça faisait écho chez eux, ce qui me faisait aussi du bien de ne pas me sentir seule. Mais en fait, c'est très curieux. Je suis quelqu'un qui manie la langue française, je travaille dans la communication, j'adore lire, voilà. Et pourtant, jusqu'à plus de 40 ans, j'avais pas les mots pour décrire ma maladie. Et j'ai trouvé ça... même encore aujourd'hui, je suis surprise de ne pas avoir su le faire plus tôt. Mais par contre, d'avoir réussi à le faire et de chercher le mot le plus juste possible pour décrire un état d'âme, un état d'esprit, un sentiment, une émotion, et puis ça va, de la colère, hein, et voilà, ça m'a fait un bien incroyable. Et je me suis effectivement parlé à moi-même en me disant mince, alors après c'est presque hyper intimiste, et c'est vrai, toi qui as lu plusieurs chroniques, c'est vrai que c'est très intime, tu rentres dans l'intimité de quelqu'un, tu rentres dans sa chambre presque, enfin voilà. Mais je m'étais dit, franchement, si ça peut aider mes proches à comprendre, ça veut dire qu'ils vont aussi être plus bienveillants. Ils étaient pas malveillants avant, ou en tout cas à leur corps défendant, ils pouvaient pas savoir. Je m'en suis voulu, hein, parce qu'au départ je en voulais à eux, mais en fait je leur parlais pas. Et du jour où je leur ai parlé, c'est incroyable comme tout a changé, dans des attentions que les gens ont pour moi, dans des détails. J'ai un ami, il met jamais de parfum quand il sait que je vais monter dans sa voiture. J'en ai pas mis. Ouais, c'est vrai. Ah, merci. Ah, tu as pensé, c'est fort. Ouais, ça. Super. Mais après, jamais je vais demander ça aux gens. Je peux pas dire à quelqu'un qui adore mettre du parfum, n'en mets pas parce que... Mais moi, les gens, Mais il y en a, ils font attention à ça, ils en mettent plus tard, ou tu vois. Mais ils sont plus adroits, on va dire. ouais, c'est ça, exactement. J'ai une amie, il y a pas longtemps, là, il y a 1 mois et demi, j'étais à Paris. J'arrive chez elle, elle allait m'héberger pour 2-3 nuits. Et franchement, ça m'a émue. Elle me montre, elle avait une chambre d'amis, elle me montre la chambre d'amis et tout. Et à un moment donné, elle me dit, viens, elle me montre un placard. Elle me montre un énorme sac de riz. Ok. Elle achète le riz en gros. Ok. Et là, elle me dit, je lui dis, mais pourquoi tu me montres un sac de riz? Enfin, tu vois, quand tu montres ta serviette de toilette ou quoi, ok, mais un sac de riz. Et elle me dit, mais non, mais c'est parce que depuis que j'ai lu tes chroniques, j'ai lu que en fait, quand tu sors de la migraine, t'as hyper faim, ça peut te prendre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et que souvent tu manges du riz, ça te fait du bien. Alors je me suis dit qu'il fallait que tu saches où il était. Et j'ai trouvé ça incroyable que quelqu'un prenne le temps de se souvenir d'un détail pareil, alors qui pour moi est énorme, mais honnêtement, je suis presque gênée que quelqu'un encombre sa mémoire, tu vois, et en même temps je me dis c'est hyper beau. Enfin, je veux dire, c'est une preuve d'amitié exceptionnelle. Toutes ces attentions de je sais que si tu peux pas venir, tu vas me le dire. Enfin, wow, je trouve ça énorme. Bien sûr, c'est énorme, ça m'émeut. Voilà. Mais, tu sais, du coup, toi, vu que tu as eu tout ce vécu-là, moi, j'aime beaucoup entendre parler l'histoire des gens. C'est pour ça aussi que j'ai commencé un peu les podcasts, parce que moi, si je dois te dire le nombre de personnes que je ne connais pas, des artistes que je ne connais pas, mais j'ai quand même regardé des podcasts de 3 heures sur eux, en fait. Parce que j'adore l'histoire et ça me permet beaucoup de réfléchir. Et en fait, à travers ton histoire, j'ai pensé à un truc, c'est que, comme on a dit, il y a toi, par exemple, qui va avoir cette histoire. Il y a une personne, par exemple, qui va peut-être pas du tout avoir une histoire aussi compliquée, mais va être plus triste que toi. Et en fait... ça m'a vraiment permis de réfléchir sur est-ce qu'en fait il y a une hiérarchie des malheurs. Est-ce que le fait qu'il y ait une personne qui ressent qui vit un malheur ou qui ressent une douleur fait que forcément elle est plus triste que l'autre qui en ressent moins. En fait, et non, pour moi il n'y a pas d'hiérarchie. Peut-être qu'il y a une hiérarchie, enfin peut-être même qu'il y a une hiérarchie de douleur, mais elle n'est pas proportionnelle au malheur qu'elle procure, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui sont exceptionnellement résilients, qui ont une incroyable envie de vivre ou vision positive de la vie malgré des trucs fous qu'ils traversent, et d'autres qui semblent avoir tout ce qu'il faut pour être heureux et puis pourtant ils ne le sont pas. Enfin voilà, et puis j'allais même dire, à malheur égal, effectivement on réagit pas pareil de toute façon. Mais après, on est aussi le fruit de notre histoire, on parle de l'inné et de l'acquis, hein, notre génétique, notre histoire familiale, mais les gens de qui on s'entoure, notre capacité de résilience à rebondir malgré
des échecs, des difficultés, etc. Enfin, et puis notre tempérament, je veux dire, t'as des frères et sœurs, moi j'ai un frère, on n'est pas pareil. Enfin, bah voilà, on va pas traverser les choses de la même manière. Et je suis d'accord avec toi, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie du tout. Mais tu sais, je pense même au-delà de ça, en fait, une même personne, elle peut être sensible à quelque chose en particulier et vivre quelque chose d'autre beaucoup plus grave et ne pas. Mais tu sais, moi, toute ma vie, j'ai toujours remarqué ça, on me l'a toujours dit, c'est que moi j'ai du mal à pleurer quand il arrive des choses. Ok. Peu importe le malheur que je. Des fois même, j'en ai le besoin et j'y arrive pas. Genre, j'ai eu des décès dans la famille où j'arrivais pas à pleurer. Ok. Mais il y a des petits trucs, tu vois, des fois, ben, n'importe quelle personne, elle passerait outre. Mais moi, je suis là, je commence à chialer comme un bébé, tu vois. Ok. Alors que dans 99,99% de choses où je devrais pleurer, normalement, j'y arrive pas, tu vois. Ouais, après, je crois qu'il n'y a pas de normes. C'est hyper dur en plus, ce truc de quand il y a un décès, on doit pleurer. Je me souviens, j'ai eu des proches effectivement comme ça, et des proches qui ont été même accusés, malmenés par leur famille en mode tu te rends compte, tu pleures pas alors que un tel vient de mourir et il ou elle était hyper proche de toi, on a l'impression que ça te fait rien. Mais les larmes, c'est pas la quantité de larmes versées qui est à la hauteur de ce qu'on vit ou de ce qu'on ressent en fait. Et on peut être ému par effectivement de plus petites choses que ça, être surpris. On a une sensibilité qui peut être placée différemment. Bien sûr. C'est Jules qui a dit si un jour je meurs, rigolez, ne pleurez pas. Qu'est-ce qu'il est bon, Jules, franchement. Qu'est-ce qu'il est bon. Moi, je ferai un podcast entier sur Jules, franchement. Hop. Je ferai un podcast entier sur Jules. Mais t'aimes bien, toi? Non. Ah, putain. Mais, tu sais, moi, j'ai un truc à dire sur ça. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas Jul parce qu'ils ont écouté les sons les plus populaires de Jul, mais en fait, ça définit tellement pas le vrai Jul. Je veux bien te croire. Après, moi, parfois, il y a des voix ou des interprètes que j'aime pas, alors que leurs textes, je les aime bien. Ouais. Mais je peux pas les écouter parce que je sais pas, la sonorité, elle me plaît pas. Mais je pense que, justement, dans ce truc de sonorité, quand t'as dû entendre Jul, ça a dû être Chiquita ou des trucs où il est avec grosse autotune, plein dans l'aigu. Mais en fait, si t'écoutes vraiment Jul, c'est un mec qui va vraiment rapper dans les tons avec pas forcément beaucoup d'autotune sur ses anciens albums, même sur certains nouveaux. Et franchement, tu devrais t'initier. Franchement. Ok, on verra. Franchement. Je ferme pas complètement la porte parce que je suis quelqu'un de très ouvert, mais quand même. Je suis pas certaine. Super des fois, bon, on peut lui reprocher de recycler un peu parce que il a une discographie de fou, il a plus de, je crois, 6000 morceaux. Donc des fois tu te rends compte qu'en fait, sans même faire exprès, il redit des passages qu'il a déjà dit dans d'autres chansons, genre il a même des couplets qu'il a répétés, genre. Eh ben. Sans faire exprès, tu vois, juste comme ça. Et ça peut-être à lui reprocher, ou parfois sa faiblesse de rime. Et à part ça, franchement, super, mais en fait, il y a Jul, tu peux l'écouter de partout. En fait, peu importe ton mood du moment, il y a un morceau qui correspond parce qu'il a tellement fait de morceaux en fait que peu importe, tu peux l'écouter. Bon, j'ai l'impression peut-être un peu de faire la propagande de Jul. Il a déjà commencé le podcast mais on va passer à autre chose. Du coup, toi, on va passer à autre chose que Jul. Toi, un peu avec toute ton histoire, etc., on a dit que parfois ça pourrait être un peu compliqué, un peu... voilà. Est-ce que il y avait des petits plaisirs en fait où tu te dis que après une crise ou même peut-être pendant une crise, même si je pense pas, c'est des petits trucs, je sais pas, est-ce que tu as des activités à faire qui permettent de te recalmer, de remettre l'ordre dans tes esprits après une crise? Eh bien, oui. Généralement, ce que j'aime faire, c'est aller me balader dans la garrigue quand la météo est bonne, mais même quand la météo est pourrie comme ces derniers jours, c'est pas un problème. J'aime me retrouver dans la nature, ouais, en pleine nature, avec l'endroit où je vais me balader, je croise quasiment jamais personne. J'ai la chance d'avoir un chien et lui il kiffe aussi croiser personne, donc voilà, on se régale. Et en fait, rien que de voir, je sais pas, mon chien en train de
courir avec les oreilles au vent, là, qui sautent, et de le voir tout joyeux, d'avoir toutes les senteurs, je sais pas moi, du printemps, là, quand il y a plein de fleurs, ou à l'automne, quand c'est toute l'humidité qui ressort, et tu sens l'odeur de l'herbe, des feuilles et tout. Franchement, ça me reconnecte complètement à la vie. Mais genre, complètement. Prendre du vent dans la figure, des trucs tout bêtes, voir des nuages dans le ciel, je sais pas, tout ça me fait dire, allez, c'est bon, je suis de retour, quoi. Ok. Ouais, ça me fait me reconnecter. J'aime trop ça, ça m'émeut. Je me sens ridiculement petite. D'un coup, ma crise, je peux en avoir chié, en avoir pleuré, avoir souffert et tout. Et ben, quand je suis sortie de la crise et que je me reconnecte comme ça grâce à la nature, d'un coup, je me dis, mais de toute façon, t'es rien par rapport à l'univers. Là, tu vas mieux, bah profite dès maintenant. Voilà, dès l'instant présent, tu profites. Prends tout ce qu'il y a à prendre. Ça marche de fou. Ok. J'ai plus de chance que quand j'étais à Paris, même s'il y a des parcs à Paris, quand t'habites vraiment Paris, les endroits où te reconnecter au calme, c'est pas... Après, Non, mais Montpellier, bon, ouais. Montpellier, c'est la meilleure ville de France, donc c'est normal que tu te laisses, tu vois, j'ai envie de dire. Ouais, ok, t'as raison, c'est vrai, je suis bien contente d'y être aujourd'hui. De toute façon, c'est pas... Y a pas de débat. J'aurais pas pris ton avis, sauf tout mon Oui. respect, franchement. Ok. Mais, mais du coup, toi, t'as un rapport spécial avec la nature? Bah, spécial, je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il y a plein de gens comme moi, hein, mais j'ai un rapport qui, plus les années passent, plus il devient un peu viscéral, un peu... Moi, par exemple, je suis pas croyante. J'ai été élevée dans la religion catholique. Je suis pas croyante du tout. Ça m'a pas parlé. En fait, j'avais l'impression qu'on me racontait une histoire, mais je ne me sentais pas connectée à ça. Mais par contre, plus les années passent, et plus j'ai une sensation d'être un micro-bout de l'univers, mais chacun de nous, enfin, tu vois. Et en fait, ça me fait ressentir la nature vraiment différemment. Et alors oui, ça peut paraître un peu perché, mais j'ai appris que j'étais vraiment pas tout seul sur la planète. Il m'arrive de prendre un arbre dans mes bras parce que j'ai envie de remercier. En fait, sans la nature, on serait pas là déjà. Je veux dire, on peut avoir que des villes, on meurt, donc c'est réglé. On a besoin de tout l'oxygène et les nutriments et de toute la faune qui vit avec la nature pour survivre, l'être humain. Donc en fait, c'est comme un remerciement à cette nature d'exister. Donc je peux m'asseoir et regarder des brins d'herbe. Je plane, hein. J'ai pas besoin d'aller fumer un gros pétard. Il me suffit de regarder de l'herbe et pas de la fumée. Je peux faire un câlin à un arbre, je peux regarder une coccinelle, un papillon, je sais pas, ça m'émeut. Et après, ça m'émeut à tel point, et c'est là où je suis hypersensible et je me sens de plus en plus concernée. C'est pas le cas quand j'avais 20 ans, mais j'en deviendrai militante. C'est-à-dire, ça me fait hyper peur ce que je vois des dégâts commis par l'humain sur la planète. Mais ça me fait peur au point que je pourrais en pleurer. Enfin, je suis bouleversée quand je vois ce qu'on fait aux baleines, aux dauphins, aux arbres, enfin, que ce soit la faune ou la flore. On dézingue tout. Mais on se rend pas compte qu'en fait on n'est rien même si on n'aime pas la poésie de la nature, alors que moi je l'aime bien. Malgré tout, il faut que chaque être humain assis là se dise sans elle, je suis pas là. Hein. Ouais. Sans elle, on est tous morts. Donc voilà, il y a des fois, je suis assez. Donc quand tu dis, est-ce que j'ai un rapport particulier? Bah ouais, j'ai un rapport j'aimerais. C'est très 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 prétentieux. Et puis donc je sais aussi que j'y arriverai pas du tout. J'aimerais sauver la planète, quoi. Rien que ça. C'est hyper humble comme projet. Un petit projet. Mais... Je veux sauver la planète. Bien sûr, mais c'est un très beau projet qu'on devrait tous avoir, je pense. Mais tu sais, est-ce que parfois ça te donne un peu une éco-anxiété? Ah oui. C'est ça le truc. Ah bah moi je pense que je suis... c'est une nouvelle maladie chez moi, l'éco-anxiété. Mais ça m'est apparu, je vais dire, c'est pas vieux. Je sais en plus que ça fait seulement 5 ans, peut-être 6 ans. C'est tout. Et je saurais pas dire s'il y a eu des événements particuliers, climatiques ou je ne sais quoi, mais en fait je pense que petit à petit il y a des choses qui sont mises à me faire mal, mais à mal au ventre, et donc je suis devenue un peu éco-anxieuse. Ok. Ouais. Non, je suis devenue complètement éco-anxieuse, on va pas dire un peu. Voilà. Ouais. T'es éco-anxieux toi ou pas? Franchement, des fois, ouais.
Mais je sais pas si je suis à 100%. Comment dire? Enfin, est-ce que je suis à 100% genre en conscience de ce qui arrive? Enfin, bien sûr, je le suis parce qu'on l'est tous, un minimum. Mais des fois, tu vois, quand je vais voir un peu tout ce qui se passe, etc., quand je vais voir des grosses plages envahies de plastique, tu vois, bah peut-être un peu. Mais je pense pas que j'ai encore eu le temps de développer cette conscience vraiment de ce qui se passe vraiment. Je pense que ça viendra avec le temps. Après, je pense que il y a peut-être un moyen de être conscient tout en se rendant contre cette éco-anxiété en fait, qui peut être aussi du coup très négative en fait. Ouais, mais alors bon, moi après c'est l'histoire de ma vie, l'anxiété de quelque chose, donc là c'est de l'éco-anxiété en ce moment, mais moi, chez moi ça génère une envie de m'engager dans quelque chose. Ouais. Donc en fait, moi depuis que je suis adolescente, j'ai été bénévole dans plein d'associations sur plein de sujets différents, et c'est un truc où à un moment donné, si ça devient trop anxiogène, il faut que je le transforme en une action, ou au moins j'ai l'impression qu'à ma petite échelle, j'essaie de faire quelque chose. Ouais, bien sûr. Je peux pas effectivement sauver la planète, on est bien d'accord, et j'en ai bien conscience. Moi je peux. Mais toi Moi je peux. Punaise, bah alors c'est toi qui dois te bouger le cul, je suis désolée. Moi je peux. Moi j'apporte un petit truc, donc toi vas-y quoi, sauve-la comme ça. Mais au moins en tout cas c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petite, c'est cette sensation de si je participe pas là, je vais m'en vouloir. Mais il faut que je participe à mon échec. Tout ce que je peux faire, je le fais. Après, il y a un truc qui joue, c'est que franchement, ça peut paraître prétentieux, mais franchement, j'en suis très reconnaissant. Mais je pense que parmi tous les gens que j'ai dû croiser dans ma vie, je suis peut-être le mec le moins anxieux, le moins stressé. Franchement, genre par exemple, moi, mon avenir ou quoi. Franchement. Détente. Mais quand je te dis de la définition de quelqu'un qui vit au jour le jour, je pense qu'il n'y a pas plus que moi. Mais ça, c'est peut-être un peu. La seule peut-être sorte. C'est pas de l'anxiété, mais la seule chose dans laquelle je m'imagine plus tard, c'est l'au-delà, parce que je suis très religieux. Et donc, je sais pas, j'ai toujours un peu ce truc dans ma tête de me dire. Il y a ma foi un peu qui me fait dire que. C'est un peu. Je suis entre de bonnes mains. Quoi qu'il arrive. Donc, tout ce qui est un peu anxiété, etc., moi, toujours développé sorte d'être rassuré en fait. Ouais, je comprends. Voilà, c'est pas quelque chose de laquelle je me plains, très loin de là. Après, je sais que c'est pas le sujet là, mais je suis assez consciente de ça que. En tout cas, c'est un sentiment que j'ai, que quand on est croyant, qu'on a la foi dans quelque chose, ça donne une dimension d'espoir que n'ont pas les non-croyants. Et moi qui ne suis plus croyante, qui n'ai jamais été croyante au final, en fait, je l'étais parce que mes parents voulaient m'apprendre des choses, mais en effet, peut-être que ça me rend plus anxieuse. D'accord. Tu vois, j'ai pas cet espoir, moi, de l'au-delà, d'un après, tu vois. Et je me dis qu'en effet, la religion aide, entre autres, à ça. À te dire, en fait, je garde l'espoir parce que quelque chose m'attend de toute façon. Je sais pas. Bah oui, mais même, moi franchement, si je devais compter le nombre de choses que ça m'apporte, même au niveau de l'équilibre mental, etc., ça me sauve la vie. Je sais pas ce que je serais sans. Ouais. Je serais bien tombé. Ouais. Mais moi je trouve ça très intéressant. Tout à l'heure, moi j'adore les animaux, du coup, un peu comme toi. Mais il y a un truc, quand j'ai lu un peu tes chroniques, c'est que t'as un chat aussi. Oui, alors, malheureusement elle est morte. Ça fait 1 an et demi. Je suis désolé. Non. Je savais pas. Oui, mais j'ai d'ailleurs fait une chronique, mais plus tard. Ok, je l'ai pas vu. Parce que ça m'a mis dans un état lamentable. Oui, j'avais un chat noir et je l'avais elle-même sauvée de maltraitance, etc. Je l'avais récupérée. Elle faisait presque 10 kilos, ce qui est improbable pour un chat. Un chat, ça fait 3-4 kilos, tu vois, normalement. Donc elle pouvait pas sauter sur la table là, tu vois. Et en fait, elle était effectivement pas bien. Et puis avec les années, j'ai réussi à la mettre de mieux en mieux. Et je me suis rendu compte, et d'autant plus maintenant qu'elle est plus là, qu'elle m'a vachement aidée
quand j'avais des crises de migraine. En fait, cette présence d'un animal, Ouais. il n'y a pas de mots inutiles, il parle pas. Donc en fait, il n'y a pas un dialogue verbal, il n'y a pas à chercher le sens de ce qu'on va. On est dans une présence qui est hyper puissante, qui est uniquement physique, et dans laquelle, voilà, il n'y a pas besoin d'aller écrire un roman, quoi. Et je sais pas, elle m'a fait un bien fou. Dans des crises, elle sentait, elle venait s'allonger contre moi, elle se mettait à ronronner, et au début, ça me mettait pas très bien, parce que souvent, j'ai un peu la nausée quand j'ai des migraines, donc même les mouvements, ça me met pas bien. Mais en fait, cette régularité du ronronnement d'un chat, au bout d'un moment, t'apaises. C'est impressionnant. Moi, je pense qu'elle m'a aidé à traverser des moments de bad, de mal, quoi. Et punaise, je la remercie. Bon, après, elle est plus là, quoi. Mais franchement, elle est classe. Et à l'inverse, mon chien, lui, ça le perturbe quand j'ai la migraine. Ok. C'est très curieux, comme quoi les animaux ont une sensibilité assez variée. Mais mon chien, en fait, je pense que comme j'ai un visage qui est modifié et un regard qui est modifié, et que lui c'est un chien anxieux, je pense que ça le met mal. Tu sais que je sais pas si c'est valable aussi pour toi, mais des maladies neurologiques pour lesquelles il y a des chiens qui sont par exemple dressés pour traiter ça. Ah oui. Par exemple, ceux qui sont atteints d'épilepsie, Oui. il y a des chiens qui sont dressés pour avoir les bons réflexes, etc. Ouais, il y en a qui détectent aussi des crises, Ouais. qui sont dressés pour détecter les crises et apporter un médicament ou appeler une assistance rapidement. Ouais, je trouve ça incroyable. C'est fou. Incroyable. Ouais. Moi, j'ai jamais eu d'animaux de compagnie, parce que mes parents, mon père a peur des chiens. Moi, j'adore les chiens. J'adore. Mais est-ce que ton chien, il a quel âge? Il va avoir 4 ans en mars. Ok. Et est-ce que tu l'as déjà eu pendant le même moment où tu avais ton chat? Oui, ils ont vécu ensemble 1 an et demi, je crois. Ok. Et Ouais. ils vivaient ensemble? C'était pas... non, c'était pas la super grande entente. Ok. Mais en fait, c'est elle qui... il avait que 2 mois quand il est arrivé chez nous. Et elle avait déjà, 7 ans, 8 ans. Et en fait, c'est elle qui le tenait, quoi. Hein. Pas de problème. Hein. Elle avait pas peur de lui. Mais lui, je crois qu'il aurait aimé avoir... même si c'était un chat, il aurait aimé jouer avec. Et la mienne, elle était pas du tout du genre à jouer. Donc, ils s'ignoraient, voilà. Ils étaient indifférents. Ils se battaient pas. Donc ça, c'était déjà bien, quoi. Ok, d'accord. Ouais, ils survivaient ensemble un peu. Ouais, ils vivaient côte à côte. Ouais. Tu vois, mais pas genre main dans la main. Ok. Patte dans la patte. Bien sûr, non, moi j'attends juste le moment où j'habite tout seul dans une maison pour avoir un chien, c'est mon rêve. Tu veux un chien? Mais j'ai déjà tout. En fait, selon, parce que bon, je sais pas, j'irai peut-être sûrement au refuge, mais selon un peu à quoi il ressemble, j'ai déjà l'idée de quel prénom je vais lui donner. Truc. Moi je veux trop un chien. Ouais, mais va en refuge. C'est ceux qui ont le plus besoin. Ouais, bien sûr. C'est ceux qui ont le plus besoin. Bien sûr. Et non, mais puis par contre, ça te chamboule ta vie, genre. Oui. 24, Bah, après, faut être 24, prêt, faut être prêt. Ah, faut être prêt, ouais. Oui. Faut avoir du temps. Hein. Je peux Non, dire mais, que les week-ends où il pleut tout le week-end et que tu dois quand même le sortir sous la flotte alors que t'étais bien sur ton canapé, bien sûr. on a l'impression que si j'y arriverai, puis des fois t'as pas du tout envie. Mais bon. Ouais, je comprends. Bon, moi, on a un peu fait le tour. Ah ouais, sympa. Je sais pas, il est quelle heure. Mais non, j'ai regardé vite fait, moi, juste si j'avais un message. Mais 4h30. Bon, ça va. On a pas mal papoté, c'était un plaisir. Ah ouais, moi aussi, je vois que t'avais bien... Hein. C'est bien les perches, là. Ça m'a Bravo. aidé, c'était les petits trucs. Ouais, mais Pas ça donne trop. des repères pour les chroniques, c'est marrant. Ouais. Et voilà. Merci Écoute, beaucoup. ouais. Hein, Ah si, ce qui est dommage, c'est que peut-être... Non, parce que de toute façon, je sais pas comment j'aurais dit quoi que ce soit, puis maintenant, ce sera plus spontané. Mais non, c'était par rapport aux étudiants migraineux. Ok. Mais peu importe, je pense qu'on a bien capté. Voilà. On a bien capté. Parfait. Non, merci, franchement, c'est... Puis il y a des moments où ça m'a animée, là, j'étais un peu chaud, ok. On peut dire que, voilà,
Bah, c'est cool. Je me suis pas ennuyée. Et je sens bien qu'on aurait pu partir, sur la musique, et puis la religion, et puis les animaux. Et Jules. Puis, il lâche pas. T'aimes aussi Jules? Ah, toi aussi, t'es un peu réservé. Ouais. Bien sûr. Et ben Bah, pourquoi voilà. tu l'invites pas? Jules, bah, je ferais adorer, moi. Mais tente, qu'est-ce qu'on a dit? Mais j'ai déjà envoyé Myriam. Ah merde. Oui, Bien bah oui, sûr. remarque, je suis con. En premier, Mais t'as oui, dit, Myrène. Ouais, je suis bête. Ouais. Voilà. Ah merde, ouais. Il est Moi, trop du occupé, coup, il a répondu. Non, il a pas répondu du tout. C'est Ça, du boulot. c'est nul, parce que même si c'est pas lui... Non, je pense pas qu'il a vu, c'est pas lui qui gère son manager. En fait, c'est ça, les trucs, c'est qu'en général, dès que c'est la personne qui gère, en général, j'ai une petite réponse ou quoi. Ouais. Quand c'est le manager, pas du tout. Généralement, quand même, il y a Calcule des pas, gens quoi. qui sont un peu dédiés à répondre aux fans, quoi. Ouais. Mais, Les là, seuls, t'as fait une franchement, demande ça, c'est une amour. C'est la maman de Alexis et Félix Lebrun. Ah oui. Ah, une amour. Je C'est, parle souvent avec les- elle est abonnée à moi sur Insta. Ils sont pongistes, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui. Ah ouais, une amour cette femme. C'est vrai? Ouais, franchement, elle est Trop trop sympa. chouette. Elle est trop sympa. Et mais tu vas aller voir, alors, ou pas? Ouais, normalement. Mais ils ont un emploi du temps chargé, donc Ouais, c'est normalement, chouette. j'attends. Mais si tu peux partir au Ouais, je sais pas. Japon, Ouais, c'est ça, au Japon. J'attends un peu. Et c'est Antoine Dupont, mon téléphone, non? Non, je l'ai Non, pas c'est encore. Antoine. Non, mais tu es fan de lui. Moi, je suis fan de tout. Moi. Ouais, d'accord. Mais non, parce qu'il a eu un prix, je sais pas quoi, j'ai vu un truc passer hier. Et c'est le premier Français à obtenir ce prix de je sais pas quoi. Parce que j'y connais rien. Mais voilà. Et je me suis dit, oh, il doit être content aussi. Donc, c'était le podcast. Merci beaucoup d'avoir regardé. Il y en a beaucoup d'autres disponibles dans ce même cadre, une petite discussion de potes. N'hésitez pas à aller voir et j'attends vos commentaires avec impatience. Et abonnez-vous. Excellent. Voilà, c'était un petit Comment intro. elle a fait pour vivre au lieu de survivre? Voilà, Putain, je il est suis bon. poète en fait. Mais il est Tu sais que bon. quand j'étais petit, c'était mon rêve, devenir poète. Bah, mais on peut l'être aussi Bien sûr, à un l'oral, jour, hein, finalement. je le serai. Mais excellent. Et- Ça me plaît beaucoup cette petite phrase, une fulgurance.